Merci beaucoup, chère Stéphanie, de ce rendez-vous annuel dont vous nous honorez à chaque fois. Cette année, c'est en tant que rapporteur général du PLFSS, donc vous nous éclairer un peu sur l'esprit de cette loi. Je pense qu'il y aura de nombreuses questions, il y aura beaucoup de choses qui vont venir après, donc je vous passe tout de suite la parole. En vous réitérant mes remerciements. Ça s'est fait vraiment de façon très rapide et je dois reconnaître que j'en suis extrêmement touché à titre personnel parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse bénéficier de vos informations et de vos explications. Merci beaucoup. Merci, ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin. Je vais peut-être rapidement tracer le texte avant de pouvoir répondre aux questions. Si vous voulez bien, et je devrais vraiment partir à 9h35, 10h35 maximum. C'est un PLFSS qui est ambitieux et qui est un PLFSS aussi de responsabilité. On va commencer par les mauvaises choses, quelles sont la responsabilité peut-être, mais pour maintenir nos ambitions, il faut aussi qu'on puisse maintenir des comptes sociaux à l'équilibre et d'autre part qu'on tienne le cap vers un redressement pour arriver sous les 3% des déficits publics en 2020. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à pouvoir répondre aux éventuelles crises et nécessités qui pourraient arriver. Et c'est un PLFSS ambitieux, je le disais, parce qu'on redoute de mesures importantes sur la prévention, sur l'efficience et sur la pertinence. Alors ambitieux parce qu'on rajoute 9 milliards en 2023 sur l'objectif national des dépenses d'assurance maladie avec un Ondam à 3,7, à plus 4%, 4,1 pour l'hôpital, plus 5,1 et 5,2 pour les personnes âgées et en perte d'autonomie. Donc ambitieux d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue des mesures avec un accès fort sur la prévention, très volontariste, avec l'engagement, avec les mesures qui traduisent les engagements de campagne du président, que sont les différentes consultes aux âges clés de la vie, sur les dépistages, sur la contraception d'urgence, sur l'extension de la possibilité de vaccination et de la lutte contre le tabac. C'est un PLFSS aussi sur l'accès aux soins, avec des mesures de simplification pour les médecins qui participent au service d'accueil au SAS, la mise en place de la 4e année de médecine générale dans les territoires les plus défavorisés, la mise en place d'un guichet unique pour les incitations à l'installation. Enfin, je rappelle que ce PLFSS démarre en même temps que démarre le CNR, qui permettra de répondre aussi avec d'autres mesures sur l'accès aux soins. Dans ce PLFSS, je trouve que c'est dommage, on n'en entend pas assez parler, mais c'est très ambitieux sur l'aide aux familles. On rajoute 1,5 milliard de politique familiale avec notamment la transformation et la réforme du libre choix de mode de garde pour permettre notamment d'avoir un soutien pour les familles monoparentales qui ont des enfants jusqu'à 12 ans, pour faire en sorte que l'assistante maternelle soit autant accessible que les places en crèche. Et puis pour la simplification des IJ qui seront dorénavant, si le texte est voté, versés par les entreprises. Concernant les personnes âgées et perte d'autonomie, je l'ai dit en introduction, on est très ambitieux parce qu'on a un Ondam sur cette partie qui augmente de plus de 5%, ce qui correspond à peu près à 30 milliards en 2023, avec le début de l'engagement du président sur les postes d'aides-soignantes et d'infirmières que nous commençons dans ce PLFSS à hauteur de 3 000 postes en plus. Il y a le bouclier tarifaire, la prise en compte de l'inflation pour nos établissements de personnes pour les EHPAD. Et aussi la création des 2 heures de vie sociale dès 2024 et pas mal de mesures suite à l'affaire Orpea de contrôle des établissements. C'est un PLFSS, je l'ai dit, de responsabilité, avec des mesures importantes dans ce PLFSS de lutte contre la fraude. Je pense ici aux mesures déployées de cyber-enquête,
de déconventionnement en urgence des professionnels qui peuvent frauder, ou encore des prescriptions d'arrêt maladie par téléconsultation qui ne seront plus possibles, en tout cas dont les IJ ne seront plus reversés. Beaucoup de mesures sur le médicament dont je passe très rapidement parce que je ne doute pas une seconde que nous allons y revenir dans les questions, et des mesures aussi de responsabilité sur les laboratoires médicaux et sur la radiologie. Mais je pense que ce sont des choses qu'on va aborder dans les questions, donc je ne voulais pas m'étendre pour permettre plus de temps aux échanges. Merci beaucoup de cette présentation qui résume bien l'esprit de la loi. Donc, je vais passer la parole maintenant aux différentes questionnements qui peuvent se faire jour. Vous savez comment, quand vous voulez poser une question, vous levez la petite main jaune, vous savez, qui est dans l'onglet du dessus, hein, qui s'appelle, c'est dans Réaction qu'on la trouve. Vous vous présentez, bien sûr, et puis vous posez ensuite votre question, il n'y a pas de problème, tout sera repris à l'intérieur du podcast et de l'enregistrement. Alors Magali Klausner, je vous passe la parole tout de suite. Vous pouvez remettre votre caméra. C'est plus agréable pour qu'on puisse poser une question. Oui, bonjour. Bonjour, Magali Klausner, je travaille pour le Moniteur des pharmacies. L'article 30 du PLFSS suscite beaucoup de réactions, de vives oppositions. Les pharmaciens, les syndicats de pharmaciens évoquent la possibilité de faire grève, enfin de faire des actions jusqu'à la grève, si cet article, enfin la disposition sur les appels d'offres pour les médicaments et génériques n'était pas retirée. Voilà, quelle est votre réponse? Est-ce que effectivement dans les amendements de la Commission des affaires sociales, il y a pas mal d'amendements demandant à supprimer ces dispositions sur le référencement de certains médicaments et génériques? Quelle est votre position, votre réponse sur ce sujet? Merci. Alors, je vais avoir une réponse qui est une réponse un peu de Normand, comme on le disait ma grand-mère, même si je n'ai rien du tout contre les Normands. C'est un sujet qui est actuellement en cours de discussion, puisqu'on a évidemment entendu les remarques de cet article. C'est remonté assez vite, hein, et donc le gouvernement est en discussion sur ces sujets. Je ne vous apprends rien probablement, donc ce texte va évoluer. À partir de la commission, je n'en suis pas sûre, en tout cas pas pour tous les sujets, mais en tout cas d'ici la séance. Donc voilà, ce que je peux dire à ce stade, c'est que, il y a une écoute parce que il faut trouver le juste équilibre entre, d'une part, participer à l'effort économique qui est indispensable, à mon avis, et d'autre part, que ce soit des mesures qui soient équilibrées, acceptables, entendables. Parce que c'est qu'ensemble qu'on va arriver, notamment sur ce sujet des médicaments, qui me paraît très important d'avoir ce juste équilibre. Voilà, les discussions sont en cours. Je ne sais pas si ça va évoluer vers plutôt une expérimentation pour pouvoir ainsi rassurer, ou vers d'autres modèles. Honnêtement, à l'heure où on se parle, je n'ai pas cette information. Merci beaucoup. Merci. François Blanchecotte. Ah, on t'entend pas, François. Est-ce que tu es... Tu as peut-être un problème de... Tu es pas en mute, non? Non, tu dois avoir un problème de connexion. Ce que je fais, c'est que je te repasse la parole après. Je vais passer la parole tout de suite à Alexandra Fourcade pour que tu puisses régler ton problème de micro. Alexandra? Oui, bonjour. Donc, je me présente Alexandra Fourcade. Je représente là plutôt les élus de terrain, puisque je suis vice-présidente d'une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Élus Santé publique et Territoire et qui travaille beaucoup sur les questions
liée à l'implication des collectivités territoriales dans les politiques de santé. Donc, j'ai deux questions. C'est une de méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez cité avec tout à fait justesse les principales mesures qui sont actuellement dans le texte, et je voulais comprendre comment s'articulent ces mesures avec ce qui pourrait éventuellement sortir des débats que le président de la République a initiés avec le ministre de la Santé dans le cadre du CNR. Ça, c'est ma première question. Comment assurer la cohérence des deux agendas? Et la deuxième question, c'est plus une question de fond, cette fois sur les consultations de prévention qui me semble effectivement un levier très important et en tout cas qui structure une démarche qui est portée depuis de nombreuses années par la Société française de santé publique. Ce n'est pas nouveau qu'on essaye de mettre en place des consultations de prévention. La question, c'est comment s'assurer que ces consultations de prévention vont toucher les personnes qui en ont le plus besoin, parce que malheureusement, les évaluations qui ont été faites dans le passé de ce type de dispositif révélaient, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'elles ne touchent que les personnes qui sont déjà dans un parcours de soins et parcours de prévention, et que donc elles passent à côté de l'objectif qui est d'aller chercher des personnes éloignées du soin. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos questions. C'est vrai que j'ai abordé pour ça au moment de l'accès aux soins le CNR, effectivement, qui a été lancé en même temps que le début de l'examen de ce texte. Il y a deux choses. Sur le CNR, le ministre s'est engagé à ce qu'il y ait dès décembre, janvier, des premières mesures qui puissent être prises. Donc, on n'est pas parti sur 6 mois ou 9 mois de débats interminables pour ne pas prendre des mesures, puisqu'il s'est engagé sur fin décembre, janvier. Et d'autre part, dès ce PLFSS, si des mesures sont entendues, puisque les réunions sont en cours un peu partout sur le territoire déjà, depuis une semaine, si des mesures paraissent importantes à rapidement mettre dans ce texte, et je pense, sans vous dévoiler de secrets particuliers, qu'il pourrait y en avoir dès la séance, par exemple. Des mesures qui ont été entendues pendant les CNR, qui sont une demande du terrain et qui pourraient apparaître dès la séance. Donc, un peu les deux. C'est-à-dire que si on peut implémenter ce PLFSS entre l'aller-retour avec le Sénat, il peut y avoir des mesures qui soient introduites au fur et à mesure. Et puis sinon, il y aura d'autres textes. S'il y a besoin de législatif ou d'autres mesures prises sans texte de loi. Et ça, c'était, pour votre première question. Sur la deuxième question, sur les consultations prévention, vous avez raison, c'est une question importante de pouvoir faire ce qu'on appelle le aller vers les populations qui auraient le plus besoin de ces consultations de prévention. Il y a énormément d'amendements sur cette partie du texte dès la commission. On va essayer de sortir un texte cohérent, mais ce qui me paraît le plus important et qui est, suite aux auditions que nous avons pu avoir avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est l'objectif de travailler territoire par territoire pour être au plus près des gens qui ont besoin de ces consultations. Donc ça va être le mécanisme va être à construire sur chacun des territoires pour essayer de couvrir l'ensemble de la population, avec un objectif dès 2023 d'un grand nombre, alors j'ai oublié le chiffre, je crois que c'est 600 000, mais un très grand nombre dès 2023 de mise en place de ces consultations. On n'est pas pour un truc dans 10 ans. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de poursuivre la question d'Alexandra sur les consultations, est-ce que on a déjà, parce que c'est un peu le problème, autrement, c'est une question de méthode. Est-ce qu'on a déjà à l'intérieur tout ce qu'on veut mettre dans ces consultations, ou est-ce que c'est un principe ouvert sur lequel on pourra adapter un certain nombre de choses en fonction des déterminants de santé ou autres? On va avoir le débat en consultation, vous allez voir que c'est assez ouvert. Alors, d'un point de vue du texte législatif, on ne veut pas écrire des lois qui font 1 million de pages et qui sont plus et pas mises en place. Donc, on va essayer de donner des axes. En tout cas, ma position, on verra ce qui est adopté, mais ma position est de dire qu'il faut donner des axes. Je pense au cancer, je pense à la santé des femmes, etc. Et puis qu'ensuite, ce soit décliné, encore une fois, je pense sur les territoires avec les professionnels, en fonction des besoins de territoire. On sait qu'il y a des territoires où l'obésité est prégnante, où les addictions sont... Enfin, voilà, donc je crois que c'est très important qu'on adapte au territoire. Cette préoccupation pour les territoires est tout à fait à saluer. François.
Ah non, ton problème est visiblement pas résolu. Alors, je vais passer la parole à Daniel, et puis je reviendrai. De toute façon, tu poseras ta question, il n'y a pas de problème. Daniel. Oui, bonjour. Daniel Vacher, présidente de l'ANDAR, qui est une association de malades concernés par la polyarthrite, que vous connaissez bien. Alors, nous avons eu connaissance d'un dépôt d'amendement numéro AS 340, présenté par M. Juvin, qui propose de modifier l'article 30 du PLFSS, avec au final, je cite, « la substitution large des principales molécules biologiques actuellement commercialisées peut permettre une économie estimée à 680 millions d'euros par an par la Cour des comptes en 2017. » Alors, comme vous le savez, depuis 2014, nos associations se battent pour éviter cette substitution, alors que les résultats de l'article 51 sont bons et que l'avenant 9 est déjà prometteur, avec plus 10 points dans le recours aux biosimilaires par les rhumatologues de ville entre 2021 et 2022. Pourquoi chercher à régler un problème qui n'existe pas? Nous avons écrit avec 12 autres associations, il y a 10 jours, au conseiller Barthélémy pour rappeler nos positions, mais nous n'avons pas encore de retour. Alors, nous sommes très inquiets de la suite et surtout, nous vous demandons quand ces changements de direction s'arrêteront pour pouvoir enfin avoir une démarche de communication rassurante autour des biosimilaires et puis enfin sortir du débat du rôle du pharmacien, qui est pourtant essentiel. Alors, quelle est votre position à ce sujet? C'est là ma question. Merci Daniel. Merci, merci madame, merci et plaisir de voir l'ANDAR et qu'effectivement avec qui j'ai pu beaucoup travailler avant 2017. Vos préoccupations ont été bien remontées puisque lors de l'audition des associations d'usagers, ça a été une préoccupation qui nous a été signalée lors de cette audition. C'est un sujet qui est, je trouve, pas simple à trancher, tout n'est pas noir ou blanc. C'est un sujet qui permettrait, quand on regarde de façon très froide le sujet, en théorie en tout cas, des économies. Donc, en tant que rapporteur des comptes sociaux, on essaye de faire le plus efficient possible. Donc, c'est un sujet qui est débattu régulièrement tous les ans. Vous l'avez bien dit, et ce qui est pas mal remonté, c'est vraiment que sur ces substitutions de produits, je pense à la forme galénique, par exemple, est majeure d'être respectée. Enfin, moi je crois que sur un amendement sans travailler notamment avec les patients, mais aussi avec les professionnels, c'est un amendement difficile à accepter. Un débat qu'on a tous les ans. Similaire, je crois qu'il va falloir qu'on avance et l'article 51 peut-être permettra d'avancer un peu, mais voilà, donc je vous réponds un peu ma position à titre personnel, mais qui devrait être celle aussi du gouvernement à ce stade. Merci beaucoup. Merci. François, est-ce que cette fois-ci tu as réglé tes problèmes de... Non, toujours pas. On t'entend pas. Bon, alors je passe la parole. Je le ferai à chaque fois, t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Essaie de résoudre ton problème. Je vais passer tout de suite la parole à Nicolas Rénal. Oui, bonjour Madame la députée, Nicolas Rénal, secrétaire général de la Fédération française des psychomotriciens. Je me permettais de vous interpeller sur la question effectivement de la prévention. La première étape qui est les consultations médicales est une chose qui est importante. Ce qui peut-être, vous parliez d'ambition, peut-être que l'ambition pourrait être aussi d'étendre ça à des consultations de paramédicaux. Puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà dans les politiques de santé publique, je pense à la prévention des risques psychosociaux, à la prévention de la chute, où il y a des nécessités de pouvoir faire des consultations et des bilans avec des professionnels qualifiés, psychomotriciens bien sûr, mais c'est le cas aussi des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. Donc, dans quelle mesure ne peut-on pas élargir ces consultations, non pas simplement aux seuls médecins, qui ont déjà beaucoup à faire, mais aussi aux paramédicaux qui ne demandent qu'à apporter leur pierre à ce travail de prévention.
La deuxième chose, deuxième question, c'est sur la question de la prévention. Il y a 2 secteurs aujourd'hui avec lesquels nous travaillons dans notre profession. C'est la médecine du travail et les PMI, qui sont 2 types de structures qui sont particulièrement en première ligne pour pouvoir arriver à faire ce travail de prévention. Je pense aussi à la médecine scolaire. N'y a-t-il pas des modalités que l'on puisse imaginer pour renforcer ces 3 secteurs-là, médecine du travail, PMI et médecine scolaire, qui, vous avez parlé d'aller vers, sont véritablement les 3 systèmes qui ont vocation à aller vers, puisqu'ils sont au cœur des lieux de vie des personnes, mais qui malheureusement aujourd'hui ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour le faire. Merci. Vous avez raison sur les consultations. Vous savez, mon engagement sur permettre à plus de professionnels de participer à la prise en charge des patients de façon coordonnée et d'avoir une reconnaissance, une évolutivité des métiers qui permettent d'avoir une place plus directe dans les soins des patients et en coordination. Et clairement, c'est ce que je redis sur ces consultations de prévention. On ratera, à mon avis, l'intérêt de ces consultations si on considère que c'est des consultations pour lesquelles le malade doit avoir son médecin traitant à 3 âges clés de la vie. On le réussira si on le fait en fonction des besoins du territoire, en allant chercher tout le monde et avec l'ensemble des professionnels de façon coordonnée. Donc, je vous suis complètement sur la mise en place de ces consultations avec pas mal de professionnels. Il y aura la discussion dans les débats parce qu'il y a des amendements sur ces sujets. Sur la deuxième partie de votre question, médecine travail, médecine scolaire, j'avais eu la chance d'avoir une mission confiée par Édouard Philippe le mandat précédent sur la santé des enfants de 0 à 6 ans, où j'avais pu proposer des recommandations sur ce sujet. Alors le PLFSS là n'est pas l'outil législatif, hein, donc je ne vais pas être très précise dans mes réponses, mais là aussi je vous suis et je pense qu'on peut y arriver en incluant d'ailleurs les collectivités territoriales absolument sur ces sujets, parce que vous savez que c'est trop cloisonné, les financements sont cloisonnés et les professionnels sont cloisonnés parce qu'ils n'appartiennent pas à un seul ministère, pour être très simple. Et donc on a un énorme travail à faire de décloisonnement et de travail coordonné, encore une fois. Merci. Alors, je passe la parole tout de suite à Alain Boulanger. Bonjour Alain, je te salue au passage. Oui, bonjour Olivier, bonjour Madame la rapporteure générale. Je suis Alain Boulanger, l'ancien fonctionnaire du ministère de la Santé. Alors, ma question va porter sur l'article 30 et notamment ses alinéas 7 et suivants qui introduisent un dispositif très innovant et très certainement astucieux qui permet d'étaler le paiement de dépenses de médicaments sur plusieurs années. Donc sont visés les médicaments de thérapie innovantes. Je suppose que le législateur a en tête notamment le cas du Roctavian de Biomarine, qui est cette thérapie contre l'hémophilie A, qui vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et qui est annoncée à un prix dépassant le million d'euros. Enfin, je ne connais pas le détail. Donc l'idée, c'est de ne pas être contraint de payer le million ou le million et demi d'euros l'année où le traitement est administré, mais de l'étaler sur plusieurs années, compte tenu du fait que, d'une part, l'efficacité est annoncée sur le long terme, et dans le cas de ce médicament, ça éviterait des transfusions, en tout cas pour l'instant d'un 5 ans de recul, et d'autre part, ça permettrait de s'assurer que la promesse faite par les industriels d'une efficacité de long terme est bien assurée en
évitant de payer pour quelque chose qui ne serait pas efficace. Donc la loi prévoit que les paiements sont interrompus ou suspendus si jamais le patient décède ou si jamais il faut lui administrer finalement un autre médicament. Alors, ça me paraît effectivement astucieux, mais cette disposition me semble poser une difficulté du point de vue du contrôle parlementaire, puisque la tentation pourrait être assez grande pour un gouvernement, en fait, de minimiser les paiements de la première année ou des 2 premières années et de renvoyer les paiements aux années suivantes. Il n'est pas dit qu'il faut que les paiements soient proportionnés. Donc, vous pouvez imaginer une tentation pour rééquilibrer les comptes de rouler la dette devant nous, et il n'y a aucune disposition qui permette au Parlement de contrôler l'usage qui sera fait par le gouvernement et par le Comité économique des produits de santé d'une telle disposition, et le Parlement a d'autant moins de visibilité que cette année, encore une fois, le rapport du CEPS ne lui a pas été transmis. Donc on n'a même aucune idée sur les dépenses de médicaments en 2021. Est-ce que, Madame la rapporteure générale, pour vous, un tel dispositif est acceptable? Est-ce qu'il ne mériterait pas d'être amendé pour s'entourer d'un certain nombre de garde-fous? Alors, il y a plusieurs parties dans votre question, prise de parole. On a auditionné le CEPS et on a eu les réponses à toutes les questions que les parlementaires voulaient leur poser. Ça, c'est pour la petite... sur le rapport du CEPS, en tout cas, on a eu les réponses aux questions. Sur les thérapies innovantes, ça me permet ici de dire que mais la Première ministre, je crois, a déjà pris la parole là-dessus, que moi, je vais déposer un amendement sur le fait de dire qu'on voit bien 2 choses. On voit bien que sur le mécanisme qu'on pourrait appeler de régulation économique des médicaments arrive à bout de souffle. Cette clause de sauvegarde qui devait être exceptionnellement utilisée, en fait, est utilisée tous les ans. Donc, on voit bien qu'on arrive à un mécanisme dont on discute ces dernières années à chaque fois et qui ne répond plus, à mon avis, à ce qui était demandé, et donc de demander qu'on puisse travailler en dehors de ce moment dans l'urgence du PLFSS, qu'on puisse travailler assez rapidement, de façon indépendante, sur comment on finance demain ces médicaments, qu'ils soient d'ailleurs des médicaments matures ou des médicaments innovants, dont on voit bien, parce qu'ils rendent très souvent un bénéfice important pour le patient, que les prix grimpent de façon importante. Et donc, je crois que c'est même presque un débat de société que nous devons avoir. Et j'espère qu'il y aura des citoyens dans cette discussion, en tout cas les parlementaires en tant que représentants, parce que voilà, comment demain notre pays fait face pour que chacun puisse avoir les médicaments innovants, puisque chacun puisse avoir les médicaments qui ne sont pas innovants, mais qui sont nécessaires, et au juste prix, je dirais. Donc la Première ministre s'est engagée sur ce travail, et je déposerai un amendement pour que le Parlement puisse être impliqué sur ce sujet. Enfin, sur la partie très concrète des alinéas et de cet article va être réécrit. Alors, probablement pas d'ici la commission. Ça va être compliqué pour le rapporteur que je suis, mais on va faire avec, parce qu'il y a une discussion industrielle et gouvernement sur ce sujet, parce que l'objectif est partagé, il me semble. L'objectif de payer au juste prix, de payer, certains disent à la performance, est un objectif partagé. Maintenant, il faut que l'écriture arrive à satisfaire tout le monde, et le gouvernement et les industriels. Donc voilà, j'ai malheureusement pas plus J'espère que ça a répondu à vos questions. Oui, je vous remercie beaucoup. Effectivement, il me semble que c'est un amendement qui aurait mérité d'être mieux élaboré. Enfin, cet article, je veux dire, aurait mérité une élaboration
autrement que dans le secret des bureaux de l'avenue Duquesne, hein, puisque je partage tout à fait votre point de vue. Il s'agit bien d'une question de société. Derrière, il y a les questions de combien on est prêt à payer et pourquoi. Et je crois que c'est une décision qui ne peut pas être une décision juste technique. On est d'accord. La décision doit revenir aux politiques. Benoît Péricard. Question courte, hein, parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, Oui, je voulais poser deux questions, à la fois un peu dans le prolongement d'Alexandra Fourcade sur la méthode, mais aussi sur le fond. La première, c'est sur... bon, on a à un moment pensé que le PLFSS servirait de véhicule pour d'autres sujets, mais là, je voudrais parler de l'article 51. Est-ce que des dispositifs qui ont maintenant fait leurs preuves, qui ont été évalués très correctement, je pense notamment à celui qui est porté par l'association Soignons Humains, qui est une prise en charge extrêmement intéressante des personnes, enfin, une prise en charge infirmière sur la base d'exemples notamment développés aux Pays-Bas. Comment est-ce que le PLFSS peut comment va être traduit finalement dans la loi, dans nos normes, et Dieu sait si on n'en manque pas, des nouvelles dispositions? Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire, ou alors est-ce qu'il faut encore attendre beaucoup plus longtemps? La deuxième question, c'est, on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est pour le médico-social. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que dans le domaine médico-social, il y a une grande désillusion par rapport à certaines mesures du Ségur certains professionnels, moi je suis président d'une association médico-sociale importante, certains professionnels ne sont pas concernés. Alors il y a un peu de renvoi de balle entre l'État et les départements, mais pas seulement. Est-ce qu'on va clore cette discussion définitivement, ou est-ce que là encore, ça pourrait être le réceptacle d'une discussion sur ce sujet? Merci. Alors, okay. Sur la première partie de votre question, alors vous savez que l'article 51, j'avais beaucoup travaillé dessus l'ancien mandat pour le simplifier et pour faire aussi qu'il puisse y avoir des protocoles locaux qui soient un peu plus rapidement mis en place. On est d'accord aussi, oui. Mais c'est la même question sur les protocoles locaux, c'est comment on les généralise derrière pour ceux qui fonctionnent bien. Le PLFSS est un très mauvais vecteur pour cela, en tout cas d'un point de vue du parlementaire. Parce que nous ne pouvons pas créer des mesures qui créent de la charge. En fait, on peut faire que des expérimentations quasiment. Et ce n'est pas un texte d'organisation des soins, c'est un texte lié au financement de la sécurité sociale. Donc, parfois, on y arrive un peu par des moyens détournés. En tout cas, le PLFSS ne me semble pas être le moyen le plus approprié. Vous savez, mon engagement sur les sujets de fond là, dont vous parlez, sur l'augmentation des compétences des professionnels, le partage d'activités, le transfert de tâches, on peut l'appeler comme vous voulez, mais en fait, travailler sur l'évolution. Vous m'entendez? Ouais, alors par contre, j'ai juste... Non, si c'est possible, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Pardon, sur Allez-y. Je disais que nous allons avancer assez rapidement sur ce sujet, mais pas dans ce PLFSS. Un petit peu dans ce PLFSS. Vous allez voir déjà des petits trucs dans ce PLFSS, mais nous allons essayer d'avancer dans un autre vecteur. OK. Super. Sur le médico-social, comme je le disais, on met beaucoup d'argent. Oui, je sais. Plus 5%. Ça fait rêver par rapport aux ONDAM qui étaient votés avant les crises, plus 5% sur un socle qui est déjà augmenté de 30 milliards ces 4 dernières années. Donc, on repart pas de l'année 2017. Donc, on continue l'engagement qui était prévu pour le médico-social. On crée les postes. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a des financements qui ont lieu à travers l'avenant avec les départements. Et donc, il y a une négociation encore à faire avec certains départements qui ont plus de difficultés, on va dire, que d'autres. Donc, c'est quoi de la difficulté un peu politique, oui, mais enfin bon. Pas seulement. Oui, mais je crois qu'il faut que chacun ait ses responsabilités. Ouais. On a besoin d'investir dans
dans le médico-social. C'est ce que nous avons fait en créant la 5e branche. On voit que c'est une branche, cette branche autonomie qui, grâce au dynamisme économique, est excédentaire. Bien sûr, il va falloir réfléchir à comment on poursuit le financement de cette branche. Bien sûr, une loi grand âge est très attendue parce que le sujet est très vaste. Là aussi, c'est un sujet de société. Je ne désespère pas qu'on arrive vers une loi où on pourrait évoquer tous les éléments du grand âge, autres que, pas que financiers dans un PLFSS où c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, en termes d'engagement de l'État sur ce sujet, avec un ONDAM à plus 5% suite à des ONDAM augmentés ces dernières années, je crois que l'État répond présent. Merci. Merci Benoît. Alors, Paubel veut prendre la parole. Je pense que c'est Pascal. Pascal? Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour, oui, c'est Pascal. Bonjour Madame la rapporteure de la MFT. Pascal Paubel, donc je suis chef de service à l'AP et professeur à la faculté de pharmacie. Je reviendrai sur l'article 30, sur 3 points rapidement. J'ai bien noté l'amendement que vous allez porter sur le financement des médicaments de thérapie innovante, puisque ça a été évoqué par un collègue précédemment. C'est vrai que pour nous, hospitaliers, en tout cas dans les CHU, ça pose une énorme difficulté et on s'interroge sur la mécanique et souvent le diable est dans le détail, notamment puisque ça nécessitera sans aucun doute un problème de changement de nomenclature comptable pour pouvoir chaîner d'une année sur l'autre les dépenses. Donc, je ne sais pas quelles sont les réponses que vous apporterez là-dessus, mais pour nous, ça nous semble aujourd'hui très difficile à gérer parce qu'il faudra non seulement modifier la loi sur la sécurité sociale, mais sans doute aussi au niveau financier. Ma deuxième question, c'est sur les ruptures de médicaments et de dispositifs médicaux. L'année dernière, dans le PLFSS 2022, sauf erreur de ma part, il y avait des dispositions sur les ruptures de dispositifs médicaux qui malheureusement ne s'améliorent pas aujourd'hui pour plein de facteurs, notamment le règlement européen mis en œuvre depuis à peu près 1 an. La guerre en Ukraine a aussi des conséquences sur des approvisionnements de matières premières et ça a un impact majeur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place sur les dispositifs médicaux, en plus de tout ce qu'il y a sur les médicaments, même si déjà l'ANSM, on va dire, fait des choses. Et puis, dernière question à part, qui fait aussi un peu débat, mais qui est un peu particulière, c'est le cannabis thérapeutique. Donc, il y a l'expérimentation qui avait été lancée par le précédent ministre de la Santé. Est-ce qu'on va vers une généralisation ou est-ce qu'on va attendre la fin de cette expérimentation? Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à votre première question parce que l'article est en train d'être modifié et que c'est très technique, donc je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Sur la mission, c'est le financement des médicaments innovants, mais les autres aussi. Enfin, c'est financement. Sur les ruptures, donc effectivement, on a... c'est un débat qui revient sur les pénuries, les ruptures. On n'a pas l'évaluation de ce qu'on a voté ces dernières années sur ce sujet. De ce que je comprends, ce n'est pas assez efficace, mais il y a aussi des contraintes extérieures, comme vous l'avez rappelé, avec la crise en Ukraine et des choses. Je crois que ça mériterait vraiment que notre commission travaille sur ce sujet pour déjà évaluer ce qui a été mis en place. Je sais sur les délais de stock, par exemple, et les discussions qui ont lieu sur ce sujet. En tout cas, dans le cadre de ce PLFSS, il n'y a pas de mesures qui me viennent en tête comme ça, mais il y en a, je ne crois pas qu'il y en ait sur ce sujet. Voilà, donc c'est à suivre. Je me rends bien compte que je ne réponds pas précisément à votre question. Sur le cannabis thérapeutique, c'est une bonne question. Il y a pas mal d'amendements. Il y a des amendements qui proposent de généraliser. Il y a des amendements qui proposent de reculer l'expérimentation. Je ne sais pas comment le texte va aboutir. De ce que je comprends, alors nous, on n'a pas encore le résultat de l'expérimentation. Donc moi, d'un point de vue rapporteur, mais aussi un peu scientifique en tant que docteur, j'aurais bien aimé avoir les résultats médico-scientifiques, mais je comprends qu'ils ne sont pas très scientifiques, en fait, ce résultat est plutôt médico-éco. Et oui, sur le côté médico-éco, je ne suis pas sûre qu'il soit très bon, mais je n'ai pas ces résultats. Donc voilà, donc je suis un peu coincée, moi, d'un point de vue personnel, pour avoir un avis. On a une poussée des députés pour probablement prolonger un peu cette expérience.
pour pouvoir avoir des données expérimentales, généralisées ou pas. Merci. Avant de passer la parole à Philippe Auffray, vous savez qu'il y a un médicament qui a une AMM depuis 2008, qui s'appelle Sativex, qui est du cannabis thérapeutique, et que la France a voulu lui donner le prix du baclofène, donc, ce qui fait que l'industriel n'a pas pu accepter, mais que ce produit est déjà disponible dans tous les pays européens, sauf la France. Donc on a réinventé un truc avec le cannabis thérapeutique, à planter des plants de cannabis pour essayer de faire quelque chose pour résoudre un problème médical en particulier, en ce qui concernait la sclérose en plaques. Et on se retrouve avec un retard de 15 ans, alors que l'AMM européenne existe et que si le produit avait été accepté, il serait maintenant génériqué. Philippe Auffray. Bonjour madame, bonjour Olivier. Merci pour ces explications par rapport au PLFSS et je crois qu'on peut tous se réjouir de la place que vous voulez donner par rapport à la prévention, qui est le premier acte de soin, le premier acte médical qu'on peut développer par rapport à notre population et qui va dans un esprit de santé publique sur laquelle la France n'a jamais été une grande force motrice, alors qu'on a une très belle culture de santé. En tant que directeur d'établissement, vous avez soulevé le point de l'article 51 et j'ai bien compris que ce n'était pas obligatoirement le PLFSS qui serait le moyen de pouvoir faire rayonner ce bel article. Mais c'est plus un souhait qu'une question. Il me semble que ce dispositif sur lequel vous êtes impliqué pour le simplifier doit prendre plus d'importance au sein de notre pays. C'est le moyen, vous voulez rayonner sur les territoires, vous avez expliqué quelque chose de très juste parce que les forces sont sur les territoires, agissant en région PACA, sur les Alpes de Haute-Provence d'un côté et les Alpes-Maritimes, je peux vous dire que sur les mêmes activités de soins, on n'a pas les mêmes problématiques. Et donc vous avez raison de pousser la notion de territoire. La santé se fait auprès des gens et auprès des territoires avec les acteurs de terrain. Et moi, j'en suis convaincu, et pour avoir essayé de mettre en place des articles 51 sur la prévention de la maladie rénale associée à la prévention du diabète, c'était des vraies galères, des vrais parcours, des vrais chemins de croix, alors qu'on était tous pharmaciens, infirmiers, directeurs d'établissement concernés. Donc, si à travers les actions que vous avez déjà commencé à mener, vous avez moyen, à travers ce bel outil qui existe, parce que c'est un bel outil, l'article 51, de pouvoir le renforcer pour associer vos besoins de prévention avec le fait de faire travailler l'ensemble des acteurs de santé sur le terrain. C'est un vrai souhait que j'ai et je pense que vous avez là un outil formidable pour pouvoir aider la population et les professionnels de santé qui sont convaincus, qui ont envie d'avancer là-dessus sur les problématiques de terrain à travers les PRS des agences régionales de santé. Voilà, donc merci si vous pouvez pousser ça. Merci Philippe. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a un outil fabuleux, mais qui est extrêmement difficile et long à mettre en place et et à évaluer. Voilà, alors que est longue, quoi. Donc, on a commencé à regarder ceux qui arrivent à maturité d'évaluation pour essayer de proposer des généralisations. C'est un gros travail à faire, mais hyper important à mon avis. Je suis d'accord, vraiment. Alors, Marie Gélugne. Marie Gélugne, vous m'entendez? Alors, on va passer la parole à Jean-Louis. Je ne sais pas qui est Jean-Louis. Ah, excusez-moi, du coup, je me permets, étant son binôme de travail, on représente tous les deux la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Et du coup, j'ai posé la question pour elle, vu qu'elle a levé la main pour nous. Donc, je me suis présenté, je me suis Virgile Voto, représentant de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Durant ce mois d'élaboration du PLFSS, l'accès aux soins et la répartition démographique des soignants constituent des thématiques centrales. Nous vous sollicitons à ce jour, aujourd'hui, au sujet de l'article 22.
Alors, qui concerne du coup l'installation en zone d'exercice qui pourrait être définie par les ARS. Alors, ces problématiques d'accès aux soins sont communes à de nombreux professionnels. Les ARS auraient-elles la capacité de régler le nombre de conventionnements sur le territoire par le biais de la coercition des jeunes diplômés? Plusieurs points nous semblent importants à vous transmettre. Ce droit donné aux ARS suggère que les étudiants soient dépendants des conditions d'exercice de leur région après leur diplôme et donc ne puissent pas s'installer librement dans leur région, soient obligés de quitter leur région contre leur gré. Et puis, les critères déterminés par les ARS ne seront pas équitables entre les jeunes diplômés sortant du diplôme d'une jour à l'autre. Et nous craignons que ce soit des critères non accessibles. La coercition n'a pas fait véritablement l'unanimité dans les différentes professions. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait l'imposer à nous, jeunes professionnels ou futurs professionnels? D'autant plus que la mise en place du zonage chez les kinésithérapeutes depuis 2017 n'a toujours pas été réellement évaluée. D'autant plus nous souhaitons mettre au point le coût de scolarité des étudiants en kinésithérapie qui s'élève à hauteur de 4 032 € en moyenne pour la rentrée 2022-2023. Et il est impossible, voire indispensable, de restreindre l'installation des jeunes diplômés lorsqu'il y a de telles charges qui sont adossées. Merci à vous. Oui, alors, je vérifiais en même temps que vous parlez, parce que l'article 22, en fait, c'est un article qui vise à rénover la politique conventionnelle entre l'assurance maladie et les professions dans le cadre de la négociation. Ce n'est pas l'ARS, ce que vous avez dit, c'est l'ARS qui régulerait. C'est vraiment un article qui concerne la négociation conventionnelle. Donc, c'est dans le cadre des négociations conventionnelles qu'il peut y avoir une discussion sur un objectif qu'on rajoute de privilégier les zones sous-denses pour l'installation des professionnels. Sur ce sujet, j'entends vos éléments. On a entendu pas mal les médecins, tous les professionnels. Personne n'a envie d'avoir une obligation d'installation à un endroit, ce que moi je comprends tout à fait, surtout que parfois c'est complètement inefficace. Donc voilà, je ne suis pas forcément à convaincre. Faut savoir que une majorité de députés, enfin on verra si c'est une majorité, mais on va avoir ce débat notamment concernant les médecins pendant la commission. Je ne suis pas sûre que je sois majoritaire sur ce sujet à l'ensemble des parlementaires. C'est un sujet compliqué parce qu'il y a telle difficulté d'accès aux soins que les élus sont les premiers vers qui se tournent les engueulades, je dirais, des patients qui n'ont plus d'accès aux soins. Qu'une réponse simple à apporter est de dire on va obliger les gens à s'installer puis on va créer la carte de France comme ça. Bon, moi je sais que c'est une mesure inefficace. Je sais qu'il faut mieux faire avec les professionnels que de faire contre eux. Mais voilà, c'est un sujet compliqué. Voilà, mais en tout cas, l'article 22, c'est pas l'ARS, c'est vraiment dans le cadre de vos négociations avec la CNAM. Alors, une question de Jean-Louis maintenant. Question courte, hein, si c'est possible. Oui, bonjour Madame la rapporteure générale. Je suis Jean-Louis Constanza, fondateur de Wondercraft, qui développe et vend des exosquelettes de rééducation robotique aujourd'hui pour les SMR. Et je voulais vous parler dans le cadre de la réforme des SMR, anciennement SSR. Nous, Wondercraft, on a vendu depuis peu de temps, puisqu'on a été certifié en 2019, une trentaine d'exosquelettes dans les hôpitaux français, et aucun, sauf exception, mais aucun n'a été payé de façon régulière, en ce sens n'a été pris en charge par des actes ou par un plateau technique, comme il est proposé dans le PLFSS depuis maintenant 3 ans. Et donc, on a cette situation étonnante où des grands CHU achètent un exosquelette dont ils ont visiblement besoin, parce que c'est compliqué à acheter, grâce à des associations caritatives, ce qui est un cas général et non pas une exception. Voilà, le PLFSS prévoit depuis 3 ans des plateaux techniques pour prendre en charge ce genre d'équipement coûteux mais bénéficiaire pour les SMR. Cette disposition est repoussée par un amendement. Le sera-t-elle à nouveau cette année? L'année dernière, la disposition était passée, mais son application avait été retardée. Et donc, est-ce qu'on va continuer à aller chercher des associations caritatives pour équiper nos SMR d'équipements, par exemple, robotiques de rééducation? Oui, alors merci pour votre question. J'ai effectivement été alertée, alors je ne sais plus si c'est par vous directement ou par un collègue parlementaire qui
qui m'a retranscrit vos demandes. Je n'ai pas d'éléments de réponse là, à ce stade à vous donner. Quand vous parlez de la réforme de financement de SMR, de tarification, on pense à ce qui va concerner effectivement la transformation de la tarification des services des SMR, notamment dans le privé, qui devrait être mis en place comme prévu. Mais je ne pense pas que c'est ça dont vous parlez et je n'ai pas encore la réponse à votre question. Non, effectivement, c'est plutôt l'institution de plateaux techniques qui permettent de financer sous condition des équipements qui n'étaient pas financés auparavant. Nous vendons un peu au privé et beaucoup au public en fait, donc les deux nous intéressent, mais c'est la même chose que j'imagine pour les autres industriels. Ouais, en tout cas, j'ai fait remonter cette question au gouvernement, mais je n'ai pas la réponse précise à l'heure actuelle. Merci, Madame la rapporteure générale. Alors, on a une question de Côté. Je pense que c'est Christian Côté. Non? Tu es en mute, Christian. Allô? Allô? Oui, oui. Ah non? Mute? On va passer tout de suite la parole à Sandrine Boucher à ce moment-là, d'Unicancer. Et puis on viendra sur Christian ensuite. Allô? Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour Madame la rapporteure. Donc Sandrine Boucher, direction stratégie médicale et performance d'Unicancer. J'avais une question sur la biologie et la prise en charge partielle qui est indiquée pour les actes, notamment hors nomenclature. Du coup, il est indiqué effectivement dans le PLFSS qu'il y aurait une prise en charge totale ou partielle de ces actes. Et du coup, la question qui se pose, c'est à la charge de qui le complément? C'est à l'établissement prescripteur, c'est à l'établissement effecteur, c'est au patient qui prend en charge le complément. Et d'autre part, je me permets un commentaire sur le fameux article 30, désolée d'y revenir, mais sur les MTI, au-delà de revoir l'article en interrogeant les industriels, au niveau d'Unicancer, on trouvait ça pertinent de revoir l'article aussi en interrogeant les prescripteurs. Voilà. Vous n'aurez pas échappé, on a fait une audition avec Unicancer. Oui, il y en a une demain aussi. Voilà, donc je vous laisse. On aura l'occasion d'y revenir. Sur votre première partie, je ne vais pas vous répondre techniquement, mais la réponse que j'ai eue lors des auditions de la DSS notamment et d'autres, c'est qu'il faut lever cette inquiétude pour les établissements qui a bien été entendue. Alors je vous avoue, je ne me rappelle plus l'explication technique, mais je me souviens par contre très bien qu'il y a effectivement une inquiétude pour les établissements et qu'elle doit être levée, qu'il n'y a pas de raison d'après les auditions que j'ai pu avoir. Surveillez donc. Voilà une réponse qui va être rassurante pour Unicancer. Ouais, alors, question Côté. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, juste. Moi, je suis un citoyen de base et en même temps un patient très âgé. Je voulais juste dire la chose suivante. Bravo pour les efforts faits sur la lutte pour la fraude. Mais je ne vois rien sur la fraude légale. Un exemple, un abus d'acte contraire aux recommandations de la HAS, comme la pléthore de chirurgie bariatrique. En 10 ans, on est passé de 0 à 50 000 par an, alors que cette chirurgie devrait être précédée d'un régime et de traitement classique. Dixit, la HAS. J'y connais rien. Pourquoi ne pas favoriser des innovations thérapeutiques moins coûteuses et moins invasives? Par exemple, la radiologie interventionnelle dans le traitement du fibrome de la femme. 5% seulement des actes. Tout cela, car ça enlèvera de l'activité aux chirurgiens obstétriciens au profit de radiologie interventionnelle. En fait, pour résumer, quand est-ce que l'intérêt du patient l'emportera sur les intérêts de certains professionnels? Merci. Je pense que ça va faire une très belle conclusion. Il y a des contrôles, on ne peut pas laisser dire que rien n'est fait. Est-ce qu'il faut faire plus? Je vous rejoins probablement. C'est un vrai sujet de travailler sur la pertinence, en fait. Hein. C'est très compliqué. En tout cas, d'un point de vue législatif,
c'est très compliqué. Moi, je crois qu'on doit donner une place plus importante aux sociétés savantes pour permettre d'avancer sur ces sujets. Voilà. Une réponse qui sera une conclusion. Oui, parce que je crois que vous avez aussi vous avez encore des contraintes et donc, écoutez, on avait encore une question, mais je comprends parfaitement que, et vraiment merci de toutes ces explications, de cette franchise avec laquelle vous nous avez répondu. Ça me perdra. Les questions étaient très nombreuses. Je pense qu'il y aura aussi pas mal d'amendements et de choses comme ça qui vont suivre. Mais vraiment merci de tout ce travail d'explication que vous faites. C'est hyper important. Et je crois que voilà, les professionnels, mais aussi les citoyens sont très heureux de pouvoir avoir cette zone de dialogue avec vous pour essayer de faire part de leurs problématiques et de faire avancer le système dans un sens qui soit un sens très constructif. Madame la rapporteure générale, Sœur Stéphanie, vraiment merci encore et à très vite. Merci, au revoir. Désolée. Au revoir.